Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle table ronde. Écoutez, nous avons la venue de nouvelles intervenantes qui sont incroyables. Elles vont vous conter un petit peu leur parcours professionnel et répondre à la thématique du jour. Juste avant, je vais commencer par remercier l'organisation du coup de Take It. Merci pour ce bel événement. Je suis Anna Bressan, intervenante en beaucoup de choses, mais je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, très concernée par la montée de l'IA. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de modérer cette table ronde. Mais avant toute chose, je vais demander à chacune d'entre vous, en commençant peut-être par toi, par vous présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Alara, je suis enseignante-chercheuse à l'ESCP sur le sujet de Business Analytics, IA et transformation digitale. Je suis aussi la coordinatrice de toutes nos initiatives IA sur le campus de Paris. On fait dans l'ordre. Bonjour à toutes et tous, toutes et tous. Je suis Isilde Launay-Girard, je suis DRH de la division Europe au sein d'Orange et en charge des relations sociales internationales. Bonjour, moi c'est Elisa Gilles, je suis Engineering Manager, ça veut dire manager dans la tech. J'ai fait toute ma carrière dans la data et dans la data science. Je suis arrivée chez Le Bon Coin en 2022. J'ai eu plusieurs périmètres différents. Au début, j'ai managé des data scientists et là, plus récemment, je suis responsable d'un scope de bout en bout, donc sur la homepage et la recommandation. Donc, je co-lead l'initiative de diversité pour les femmes dans l'entreprise. Et donc, je suis ravie de faire cette table ronde qui mixe ces deux sujets. Et Julie Bastien, donc moi je travaille chez Iven, qui est une data platform open source, et je suis en charge de la sustainability et de notre startup programme. Donc c'est-à-dire qu'en fait on accueille des startups gratuitement pendant 1 an, donc ils vont utiliser notre plateforme, qu'on va aussi aider à grandir, et voilà, en espérant qu'après l'investissement soit payant et nous permette de gagner des nouveaux clients. Donc voilà, donc très concerné par ces sujets d'IA, parce qu'en effet, la plupart des startups avec qui on travaille sont des startups dans l'IA, souvent des startups très masculines. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci Julie. Et donc, nous sommes là pour répondre à cette fameuse question, l'IA a-t-elle un genre? Et comme vous avez pu le voir, nous sommes très studieuses, donc nous avons toutes nos petites notes. On fera en sorte, voilà, peut-être que s'il y a un moment photo, de retirer cet appareil. Mais dans un premier temps, moi, je vais commencer par une rapide introduction avant de nous lancer dans le cœur du débat. L'intelligence artificielle est souvent présentée comme neutre, objective et rationnelle. Pourtant, on se sait, elle est conçue par des humains entraînés sur des données issues de nos sociétés et déployée dans des contextes déjà traversés par des inégalités. Reflet de la société. Alors, l'IA a-t-elle un genre? Cette table ronde propose de croiser des regards issus de différentes industries, notamment de la tech, de la recherche, des ressources humaines et de l'innovation, pour comprendre comment la diversité des équipes peut contribuer à créer des algorithmes plus équitables. Commençons. L'IA est-elle basée par nature ou par conception? Pardon, biaisée par nature ou par conception? Je vais commencer avec une question. Celle-ci englobait la première, mais de façon plus précise, l'IA est une machine sans genre. Le biais provient donc de l'hyperhumanisation qu'il attribue à des tâches genrées, mais est-ce que l'une d'entre vous veut commencer à prendre la parole avant que je développe un peu plus ce sujet? Alors écoutez. Alors de toute façon, vous allez toutes prendre la parole, mais je peux lancer les hostilités. Allez, je commence par toi, Julie. Je te vois avec tes fiches. Oui, donc en fait, très clairement, pour moi, l'IA n'a pas de genre, dans le sens où l'IA est un outil et doit rester à cette place d'outil. C'est pas une personne, donc on n'a pas de conscience, on n'a pas d'intention ou d'identité propre.
En fait, ce qui va se passer avec l'IA, c'est qu'on va projeter finalement nos stéréotypes humains sur certaines tâches. Et donc, par exemple, une IA qui va assister, faire de la communication, etc., on va la percevoir comme plutôt féminine. Donc, par exemple, je pense à Alexa, qui du coup est une incarnation féminine. Et quand on va avoir une IA qui va coder, calculer, etc., on va plutôt la percevoir comme un homme. Mais le vrai sujet, finalement, ce n'est pas le genre de l'IA, mais plutôt les biais de notre société qu'on va projeter sur ces machines. Et aussi donc, le fait que l'IA va apprendre de données humaines et donc apprendre de nos biais de recrutement, de nos biais de salaire, de nos biais sociétaux. Et donc l'IA ne va pas créer ces stéréotypes, mais bien les reproduire et les amplifier. Et donc c'est d'où l'importance vraiment d'avoir des équipes qui sont diverses, donc à la fois en genre, mais aussi diverses d'autres manières, parce que sinon, en fait, si on n'a que des gens qui ont les mêmes parcours, les mêmes références, ces gens vont aussi avoir les mêmes biais et les mêmes stéréotypes, et vont donc en fait alimenter l'IA de ces biais-là. Donc je pense que la question à se poser, c'est bien sûr, est-ce que l'IA est sexiste, mais aussi qui construit l'IA, avec quelles données et pour quels usages, et comment du coup mettre en place des garde-fous et garder en tête ces stéréotypes-là pour essayer de construire des choses qui vont s'en éloigner plutôt que de les reproduire. Merci. Et du côté d'entreprises telles que Le Bon Coin et même Orange, est-ce qu'on partage ce constat? Oui, tout à fait. J'avais envie de rebondir, donc ça tombe bien. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, l'algo se base sur des données. Et en fait, si on veut commencer à parler des biais, il faut aussi réfléchir que dans les gros moments, quand on fait un modèle d'intelligence artificielle, les biais, ils ne sont pas vraiment dans la construction. Enfin, les biais, ils ne sont pas au niveau du coding du modèle, ils sont vraiment dans les données qui lui sont données, qui lui sont mis à disposition. Pour reprendre l'exemple du recrutement, je ne sais pas si tout le monde connaît un fameux exemple sur Amazon. Donc c'est Amazon qui décide de faire un algo de recrutement. Super, ils se mettent des données. Qu'est-ce qu'ils mettent en entrée? Les CV des personnes qui travaillent chez eux. Bon, je pense que, alors évidemment, c'est qu'une hypothèse que je peux faire, mais on peut imaginer qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'algorithme? Un algorithme, finalement, il va chercher des patterns et il va du coup se construire un peu ses règles. Alors, je schématise très simplement, mais il va construire ses règles et donc il a dû déduire que un CV féminin, c'est pas un CV terrible et donc il mettait ça de côté. Donc qu'est-ce qu'on a à apprendre là-dessus? Déjà, peut-être si on avait des équipes plus diverses, ils auraient peut-être pensé à mettre des CV masculins et féminins en entrée. Et quelque chose qui me paraît hyper primordial, qui est très important pour un data scientist, c'est l'évaluation du modèle. Quand vous faites un modèle de machine learning, il faut évaluer qu'il est pertinent. On peut aussi, donc souvent, qu'est-ce qu'on fait au début en tant que data scientist? On va utiliser sur ses propres données. Sauf que si c'est que des hommes, ils ont dû tester sur leur CV. Leur CV passait, ils se sont dit que l'algorithme était génial. Et alors que s'ils avaient pensé à leurs collègues, leurs sœurs, etc., peut-être qu'à ce moment-là, ils se seraient dit « Ah tiens, c'est bizarre ». Donc vraiment, je pense que l'évaluation est importante. Et donc, ce n'est pas vraiment dans le coding qu'il va y avoir ce biais, mais c'est vraiment au moment de l'évaluation. Et voilà. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Je te laisse la Je suis tout à fait du même avis que vous deux, donc merci pour ça. Et c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de biais quand on pense à l'IA. Déjà, le monde a du biais, on a tous nos biais, donc ces biais sont directement reflétés à cause de la façon dont l'IA a été créée, directement dans l'IA. Et il y a en fait des mesures de gouvernance qui sont aujourd'hui en place pour justement essayer de minimiser ça au plus possible. Et il y a bien sûr certains LLM qui sont plus forts sur ça que d'autres, qui ont aussi des priorités un peu plus humanitaires, on va dire, que d'autres. Mais après ça, il y a aussi le biais de l'algorithme. Donc l'algorithme, si on n'a pas comment on va dire, l'intervention humaine, comme avec Amazon, en fait, on finit par faire confiance à une machine qui a tendance à juste répéter ce qu'on lui a donné, donc le code qu'on lui a donné. Et donc, ça peut aller dans des résultats qui sont encore plus biaisés que ceux qu'on voudrait. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Mais cet aspect, on ne peut pas vraiment faire grand-chose dessus parce que c'est vraiment l'aspect mécanique de la situation. Donc, comme vous dites, c'est par la suite, en fait, l'intervention humaine. Déjà, en tant qu'utilisateur,
et ensuite en tant que contrôleur qui fait toute la différence. Donc bien sûr, le biais est dans la construction et dans qui est dans la chambre, dans la salle qui construit en fait cette machine ou cette IA. Mais aussi, à mon avis, ce qui est très important aujourd'hui, c'est qui apprend à ces gens à construire. Ce qui, bien sûr, nous fait rebondir sur l'éducation, qui est en train d'être définie aujourd'hui à cause de l'IA et grâce à l'IA aussi en même temps, à une certaine, en fait, nouvelle approche qui nécessite l'adaptabilité de tout le monde et qui, en fait, nécessite l'adaptabilité de tout le monde pour réussir et dans leur éducation et dans cette nouvelle tendance à avoir une technologie qui change constamment. Ouais, merci. Isilde, est-ce que je le prononce bien déjà ton prénom? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je prends des risques. Attention. Alors, je pose une question hors sujet, mais qui, je pense, intéressera aussi la salle. On ne s'est pas préparé, donc si tu ne veux pas y répondre, c'est pas grave, on enchaîne. Juste, est-ce que tu as vu cette montée du sujet émerger et depuis quand, finalement? Alors, le sujet des biais dans l'intelligence artificielle, ben, en fait, on le voit émerger depuis le début, cette question-là, puisque Orange, comme entreprise technologique, est en effet sur le sujet de l'IA et de la perception de ce que ça va devenir depuis 6 ou 7 ans déjà. Donc, et on a commencé à travailler sur les formations sur l'IA et tout de suite a émergé la question de la diversité, hein, dans les profils qui vont coder les algorithmes. Alors, je sais beaucoup moins bien en parler que vous, évidemment. Par contre, j'ai pu lire dans la presse, en effet, les conséquences d'une IA qui ne respectait pas ou qui ne veillait pas à la diversité des gens qui la codaient. Donc voilà, depuis 2020, au moins, on y travaille ardemment et on veille à la diversité dans nos équipes, d'autant que ça accompagne un programme beaucoup plus large de diversité dans le domaine de la tech, donc qui prend une saveur toute particulière avec cette notion-là, qui a un impact sociétal qui est beaucoup plus fort, puisque depuis tout temps, on sait que la diversité conduit à la performance. Les entreprises, hein, est un facteur de performance à tout point de vue, hein, performance économique, mais performance aussi des équipes, performance sociale et dans le climat social. Et donc, Orange a toujours veillé à essayer de promouvoir la diversité de ses profils. Donc, l'émergence de l'IA et l'attention qu'on doit porter à la diversité des profils qui vont coder donne une nouvelle patte pour veiller à l'inclusion et à la diversité des équipes qui travaillent dans la tech. Et alors là, je suis mais plus que ravie de voir toutes ces femmes qui sont dans la tech. Je me dis, voilà, on va y arriver. En tout cas, bravo, parce que c'est une réponse sur, Je peux en dire sur les j'espère que j'aurai l'occasion d'en dire beaucoup plus. Mais non, mais merci. Et t'inquiète pas, j'en prépare d'autres. Et ben, on va pouvoir passer à notre second point en termes de questions. Alors, je vais commencer peut-être cette fois-ci par toi, Elisa, si ça te convient. Comme ça, on fait tourner à tour de rôle. Peut-on aborder les garde-fous et l'éthique de l'IA? Vaste question. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je pense que derrière la question, il y a tout ce qui est correction des biais, comment on corrige ces fameux biais. Si on reprend l'exemple d'Amazon, on peut se dire, bah, on enlève le genre. Ça pourrait marcher. La problématique qu'on peut avoir parfois, c'est qu'il y a des corrélations entre des variables. Je ne sais pas si tout le monde sait comment un modèle de machine learning fonctionne. On va avoir plusieurs variables et l'algorithme va apprendre des différents patterns de ces variables. Sauf que parfois, finalement, comme on l'a dit, il y a des biais dans la société. Donc typiquement, si je prends la couleur d'une voiture, peut-être qu'elle est corrélée au genre. Si j'enlève le genre, je laisse la couleur de la voiture, peut-être que mon algorithme il reste biaisé. Alors, je pourrais enlever toutes les valeurs, les variables qui sont corrélées à ces variables de genre, mais alors peut-être que j'aurais plus grand-chose à utiliser dans mon algo et il ne fonctionnerait pas. Sauf que du coup, un algo qui ne fonctionne pas, bah, c'est un petit peu dommage. Donc, on n'arriverait pas à faire. Par contre, on peut se dire que déjà, l'explicabilité, c'est répondre à une partie du problème parce qu'on est capable de se dire « Ah, il y a un biais quelque part ». Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on pourrait dire, comme tu as dit, faire des garde-fous, ou même corriger la réponse de l'algorithme, ça pourrait marcher. Sauf que je ne sais pas si vous aviez vu, donc il y a Gemini qui avait fait un algo de visualisation. Et en fait, quand on lui demandait de générer des images de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des SS de toutes les origines. Sauf que ça, on sait que c'est une contre-vérité historique et c'est pas non plus terrible un modèle comme ça. Donc là, j'explique juste pourquoi c'est pas si simple.
On pourrait, pareil, s'il y a des discours racistes, sexistes, etc., l'enlever des données d'entraînement. Parce que comme tu l'as dit, les LLM, ils sont entraînés sur l'intégralité du web. Donc on pourrait essayer de faire ça. Mais on imagine que c'est un travail titanesque et qu'en plus, on n'a aucun contrôle pour savoir comment ces LLM ils sont construits. On pourrait prendre des outils open source qui parfois donnent plus d'informations. Mais voilà. Donc là, je vous ai expliqué que c'était super compliqué. Donc peut-être que tout le monde va se dire que c'est déprimant. Mais je dirais qu'il y a quand même un petit peu de lumière dans tout ça. Et qui me semble, en tout cas, quelque chose qui doit être fait au niveau des entreprises, c'est au moins de savoir les détecter. Déjà, si je sais qu'il y a un biais dans mon algorithme, j'ai répondu à une partie du problème. Là, il y a pas mal d'outils d'open source qui permettent de le faire. On peut aussi faire des checklists. Chez Le Bon Coin, on a à Le Bon Coin, je regarde Kitri qui est en train de me gronder. Bon Coin, pardon, je suis partie toute seule dans ma blague. Voilà, du coup, je suis perdue. On a développé une checklist et l'idée, c'était un petit peu de réfléchir à essayer de voir est-ce que, par exemple, on est en train de prendre une certaine catégorie de la population uniquement dans l'entraînement. Du coup, ça peut inclure un biais en se disant qu'en remplissant cette checklist, on va peut-être pas enlever tous les problèmes, mais en tout cas, on peut être plus à même de les détecter. Donc ça me semble quelque chose qui me paraît très important. Mais j'imagine que tout le monde a d'autres réponses à apporter. Eh ben, on continue le tour de table, mais du coup, à ta gauche. Je ne suis pas très bonne, gauche et droite. Alors, évidemment, je ne vais pas parler technique, mais je vais revenir à la question de la charte et de l'éthique, en fait, autour de l'IA. Donc, je travaille chez Orange, je vais vous parler un petit peu d'Orange, hein, qui est aussi encore une entreprise ADAC, mais pour le coup, qui est assez, dans ce domaine-là, qui a été assez remarquable, puisque on fait partie des cofondateurs de la charte éthique de l'IA. Avec l'aide d'Arborus. Donc, on a construit cette charte éthique et maintenant, elle est signée par plus de 140 entreprises dans le monde, donc où on pose un certain nombre de principes de respect des droits humains, de la dignité humaine, de l'équité, de la diversité, etc. Alors, je ne vais pas vous la faire, vous la trouverez bien mieux que moi, parce que vous êtes toutes des femmes de la tech sur les espaces qui vont bien. Mais voilà, ça pose déjà un cadre. Et derrière, on a construit toujours, et on a vraiment été à l'initiative du GIZ IA aussi. Donc, c'est un label qui vise à reconnaître la politique de diversité et d'inclusion des entreprises. C'est un label d'origine française, mais qui a vocation à être déployé dans le monde entier. Et c'est le cas pour l'entreprise. Et donc, avec le GIZ, on a une gouvernance très forte qui est posée sur ces sujets d'IA, vraiment avec des acteurs du COMEX, du comité exécutif de l'entreprise, jusque sur le terrain et dans toutes les géographies, des référents sur de l'éthique de l'IA qui vont venir en effet accompagner tous les acteurs qui vont vouloir travailler sur l'IA et veiller à ce que les développements, les algorithmes, etc., essayent de ne pas embarquer tout de suite les biais, même si je pense que c'est très très difficile de ne pas en embarquer du tout et qu'il faut observer derrière et contrôler. Et donc cette boucle de contrôle, elle est aussi prévue dans ce GIS-IA qui va permettre de à la fois donner des guides d'implémentation, mais aussi un cadre de contrôle de ce qu'on peut réaliser. Donc voilà, une matière assez riche autour de ce sujet-là, parce qu'on voit bien que il faut faire quelque chose pour maîtriser, observer, contrôler, et puis on peut encore faire plein d'autres choses. Alara, c'est pour toi. Alors moi, je veux rebondir bien sûr encore une fois sur l'idée de savoir en fait comment utiliser ces machines pour justement avoir ces garde-fous peut-être en nous et de savoir quand est-ce on fait face à des biais, quand est-ce qu'on ne fait pas face à des biais, etc. Et tout ça, bien sûr, revient à l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, quoi que ce soit votre domaine, d'être éduqué en fait sur comment naviguer ces technologies, comment utiliser ces technologies, comment comprendre ces technologies. Bien sûr, dans l'intérêt de votre domaine, peut-être, vous n'êtes pas tous obligés de savoir coder ou d'apprendre à coder pour les comprendre davantage, mais en revanche, ça pourrait toujours être utile comme apprendre une langue étrangère, même si on sait tous aujourd'hui parler à peu près un niveau d'anglais. C'est quand même intéressant pour apprendre la culture, pour apprendre comment ces gens-là pensent, comment ces gens-là ont passé le temps de l'histoire avec leur culture, etc., d'apprendre leur langue. Et c'est la même aujourd'hui, toujours, je pense, avec le coding. Donc, si on veut vraiment pouvoir adresser et utiliser ces machines de façon efficace et de comprendre pourquoi il y a certains biais, comment est-ce qu'ils ont été développés, pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément la faute à la machine, etc., il faut aussi apprendre leur langue native. Et je veux aussi faire
vu que maintenant c'est le bon moment, une petite parenthèse sur un programme justement qu'on a, qui est un Master of Science sur Business Analytics et IA, qui est en fait vraiment à l'intersection d'ingénierie et de business. Donc, et c'est pour les gens aussi qui viennent d'un background d'ingénierie et qui veulent en fait comprendre un peu comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ça dans le monde de business et comment est-ce qu'ils peuvent intégrer l'IA dans tout ça. Et à la fois des gens qui viennent vraiment d'un monde de business qui veulent approfondir leur côté un peu plus technique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a même des gens, par exemple, qui viennent d'un background de finance, etc., parce qu'ils voient tous en fait la nécessité de vraiment approfondir leurs connaissances sur ce domaine spécifique. Et vous, en tant que femme de la tech, je pense que c'est vraiment le bon moment de vous en parler. Et aussi de vous dire, bien sûr, j'interviens aussi dans ce programme avec Fierté. Et on est moitié-moitié femmes-hommes. Et notre taux de femmes augmente de plus en plus dans les années. Donc voilà, merci. Bravo, bravo, bravo. Ma très chère, c'est à vous la parole, Julie. Moi, je voulais parler spécifiquement un peu de ce qui se passe dans le monde des startups aujourd'hui par rapport à ces questions-là. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment une tendance dans le monde des startups et spécifiquement des startups dans l'IA à aller toujours plus vite. En fait, il y a un peu une espèce de course à l'armement où il faut ship tout le plus vite parce que sinon quelqu'un d'autre va nous piquer l'idée, etc. Et en fait, du coup, je pense que c'est aussi ça, dans cette vitesse-là, on le voit beaucoup sur les questions d'infrastructure, où on a des choses qui sont un peu brinque-ballantes parce qu'on n'a pas eu le temps de trop y réfléchir. J'imagine que c'est certainement un peu la même chose côté IA, côté du coup éthique, pardon, mais là où moi je prends un peu ma casquette sustainability sur ces sujets, c'est de se dire que finalement, être éthique, c'est aussi une opportunité pour les startups, parce que plus on va être éthique, plus on va en fait penser à tous les utilisateurs possibles et pas se limiter à juste un groupe. Plus on va se protéger aussi d'avoir des problèmes de réputation et donc d'avoir des scandales qui en fait font que potentiellement même quelque chose qui était bien pourrait très vite devenir inutilisable et inutilisé à cause d'un bad buzz. Donc voilà, je pense que ça, c'est un sujet aussi à garder en tête pour les gens qui travaillent dans ces industries où tout va très très vite. C'est de se dire qu'on ne perd pas forcément de temps à penser à ces garde-fous, à penser à l'éthique, mais aussi on se protège pour la suite et on rend son produit plus durable et plus soutenable. Et aussi, du coup, la vie des startups, c'est aussi de vouloir lever de l'argent. C'est aussi des choses que les investisseurs apprécient et auxquelles ils sont très attentifs. Donc voilà, essayer de garder en tête le fait de, des fois, ralentir un petit peu pour penser à ces choses comme la gouvernance qui ne sont pas forcément les plus fun et qui ne sont pas forcément prioritaires, mais qui peuvent du coup permettre d'aller plus vite un peu plus tard. Je voulais aussi du coup en profiter pour parler du coup du fait que donc, ces startups dans l'IA sont majoritairement masculines, malheureusement, et que les startups féminines sont souvent beaucoup moins financées. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui, j'espère, est amené à changer, et aussi pour ce pourquoi c'est super de voir autant de femmes réunies aujourd'hui pour infléchir aussi cette tendance, et je l'espère demain avoir de plus en plus de startups qui lèvent des millions d'euros auprès de VC internationaux super et qui seront avec des femmes en co-founders. Je partage ce rêve, vraiment ça m'inspire beaucoup, je le souhaite. Une utopie, il faut viser haut, parce que dans tous les cas, si on retombe, on ne pourra que être bien. Donc restons là-dessus. Ah, tu veux ajouter un petit mot? Du coup, par rapport à votre utopie, je veux bien rebondir, si vous m'y autorisez, parce que c'est une utopie auquel on croit aussi dans l'entreprise, et je pense chez Orange, et je pense qu'on n'est pas la seule entreprise à y croire. Avoir des femmes dans la tech, c'est critique. Donc c'est critique, on l'a vu, pour des questions de business, et c'est critique aussi pour des questions de viabilité de l'appli, de qualité des algorithmes qu'on va écrire, etc. C'est ce qu'on vient de se dire là. Voilà. Du coup, Orange a développé un programme qui s'appelle Hello Woman, et je pense qu'on n'est pas la seule entreprise de la tech à avoir ce type de programme, hein, qui a un certain nombre de piliers, et un de ces piliers, une de ses ambitions, c'est de recruter plus de femmes dans la tech. Donc on est passé en tout cas, aujourd'hui, on est à 25% de femmes qui travaillent sur des métiers de la tech, et si on regarde dans la tech, dans la data IA, il y a 33% de femmes. 33%, c'est plus que le nombre de femmes
femmes dans les écoles d'ingénieurs, hein. On est à moins de 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs et je n'ai que ce chiffre-là. Donc, on a vraiment cette intention et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour vous dire, venez bosser dans la tech. On a besoin de femmes dans la tech. Donc ça, c'est le premier point. Ce programme, donc j'en viens à l'atterrissage auquel je voulais parvenir, on avait 4 piliers et là, cette année, on vient de rajouter un 5e qui s'appelle l'intrapreneuriat féminin et qui en effet a pour vocation, parce qu'on sent bien la problématique que tu soulèves, et c'est le rôle d'une grande entreprise comme Orange de travailler sur ces sujets sociétaux, de soutenir l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat des femmes dans la tech. Voilà, donc ce sont de vrais sujets dans lesquels vous avez toute votre place à prendre, dans les telcos, pourquoi pas, et certainement dans d'autres grandes entreprises. Excuse-moi, Oh non, mais tu as très bien fait et conserve ce micro d'ailleurs parce qu'on va pouvoir du coup enchaîner directement avec notre dernière partie. C'est fou, le temps passe vite, mais vous inquiétez pas, du coup on aura un temps question assez large. Là, on survole beaucoup de sujets, mais on pourra approfondir ensemble. Avant cela, on va s'intéresser maintenant à l'IA et à son impact social et les transformations justement métiers. Là, c'est raccord typiquement. Alors, je pense qu'on est à l'aube de pouvoir mesurer quelles seront les transformations métiers. C'est un sujet de travail absolument gigantesque dans les entreprises aujourd'hui, en particulier au sein d'Orange. Et puis, alors, moi, j'ai découvert la semaine dernière ce que c'était que l'IA agentique. Je me dis, oulala, là, alors là, on n'a pas tout à fait digéré l'IA Gen. Et alors, l'IA agentique, ça pose beaucoup de questions et on est vraiment à l'aube de ces transformations. Et donc, comme tu le disais très justement tout à l'heure, on est un certain nombre d'entreprises, en tout cas ça a été le choix d'Orange, de diffuser massivement la connaissance sur qu'est-ce que c'est que l'IA. Que ce soit mon métier ou que ça ne le soit pas, moi je suis RH, j'ai été formée à l'IA agentique la semaine dernière. Voilà, j'y connais rien. Mais je sais maintenant ce que ça veut dire et j'arrive à me représenter l'impact que ça peut avoir. Donc cette formation massive, elle a conduit à former sur les 5 dernières années plus de 65 000 collaborateurs à l'intelligence artificielle. On a un outil qui est un chat GPT interne parce qu'évidemment, on ne va pas utiliser le chat GPT. Donc on a un chat GPT interne sur lequel aujourd'hui, on a plus de 100 000 utilisateurs au quotidien. On est à peu près 130 000 dans le monde au sein d'Orange. Et donc, on a formé 65 000 personnes formées à l'intelligence artificielle de façon très massive. Et juste 2025, c'est 30 000 personnes formées. Donc, pour vous montrer l'accélération qui s'exprime aussi dans le développement de compétences. Donc, ça, c'est pour veiller à l'accompagnement de la transformation et surtout à donner la capacité à chacune et à chacun dans son métier de voir comment est-ce que ça va impacter son métier, comment ça va le transformer. Et puis, un double effet, c'est que les développeurs et donc toutes vous là, qui êtes dans la tech et qui peut-être pour certaines allez vous orienter vers ces métiers-là, ben moi j'ai besoin de vous en tant que RH pour que vous m'aidiez à comprendre comment est-ce qu'on peut transformer mes tâches, mes process, etc. à travers l'IA pour que j'en tire le meilleur, mais surtout pour que je garde aussi mon rôle que vous évoquiez. Voilà. Et puis j'ajoute juste un autre point qui est important pour le groupe Orange et de contribuer à cet aspect sociétal aussi, c'est qu'on a des fondations et sur lesquelles on participe à l'inclusion numérique des autres, en fait, de la société. Sur le périmètre de ma division, donc sur le périmètre de la division Europe, c'est 6 pays européens. On a formé... Enfin, oui, acculturé au numérique, formé au numérique plus d'1 million de personnes sur les 5 dernières années, donc au travers des fondations Orange. Mais c'est quelque chose d'important d'avoir cet impact sociétal et d'aller au-delà, parce que de toute façon, la société, c'est nos clients. Donc il vaut mieux qu'on soit tous au même niveau. Alara, Alors, je veux commencer par une phrase qui est un peu cliché, mais je la trouve toujours aussi correcte que quand elle a été dite pour la première fois. C'est pas l'IA qui va remplacer l'humain, mais c'est les humains qui savent bien l'utiliser. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est en tout cas ma responsabilité en tant que professeur de m'assurer que mes étudiants aujourd'hui puissent avoir ce niveau de connaissance qui leur permet de ne pas avoir peur et de savoir ce que eux ils peuvent ajouter dans tout ça en tant qu'humain en fait. Donc la facteur humaine, je suis ingénieure, codeuse, etc. Donc je viens d'un background très technique quand même. Mais aujourd'hui, je vois que c'est la facteur humaine qui fait toute la différence. Et même moi, même quand je donne des cours de Python, par exemple,
j'ai toute une session qui est dédiée à ça, justement, à comment est-ce qu'on crée de l'impact, comment est-ce qu'on crée la différence, même si on a nos agents qui font tout pour nous. Donc, je pense que c'est très important. Et c'est aussi très important de voir que ce soit, je pense, dans la formation continue, ou dans la formation sur mesure ou dans l'éducation à l'école, de voir comment les participants, les étudiants changent d'approche envers l'IA et ont de moins en moins peur. De plus en plus, ils ont confiance, de plus en plus, ils comprennent les modèles, de plus en plus, ils comprennent comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser et l'intégrer dans leur travail de tous les jours. Donc, encore une fois, le premier mot-clé pour moi, c'est vraiment adaptabilité. Et il faut qu'aujourd'hui, on le soit tous, y compris moi, bien sûr, parce que mon monde de recherche change complètement aussi. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question de est-ce qu'on devrait ajouter, par exemple, les LLM ou les agents comme co-auteurs dans nos articles. Donc, vraiment, le monde, il change très rapidement. Donc, c'est adaptabilité. Et deuxièmement, puisque l'éducation est devenue, entre guillemets, un peu plus simple, un peu plus accessible qu'avant, l'idée, c'est aussi de créer des omniprofils, donc des profils qui sont vraiment, qui ont plusieurs facettes et plusieurs niveaux. Par exemple, ingénieur, business, psychologiste ou peut-être marketing, je ne sais pas, supply chain, mais en même temps aussi RH. Ça peut être vraiment des profils qui sont très mixtes parce que les participants ont le temps, les étudiants ont le temps et le système éducatif est en train de changer. Merci Alara. Julie, la parole vous revient. Je voulais rebondir du coup sur ça en disant, en fait, il y a déjà des premières études qui montrent que, notamment de McKinsey et de l'OIT, qui montrent que en fait, les premiers métiers qui vont être impactés, c'est des métiers qui sont plutôt administratifs. Et en fait, ces métiers-là sont historiquement plus féminisés que les métiers de codeurs ou même les métiers qui sont plus décisionnels. Et donc, du coup, en effet, l'IA va avoir, si on n'a pas cette éducation, si on ne se forme pas à l'utiliser, en fait, ça va augmenter finalement la fracture sociale entre ceux qui y ont accès et ceux qui n'y ont pas accès. Parce que finalement, dans ces métiers plus administratifs, on va être remplacé par l'IA, alors que les métiers qui sont plus des métiers techniques ou des métiers ou alors des métiers où on a plus de pouvoir, où on prend plus de décisions, on va être augmenté par l'IA. Et donc, du coup, c'est important, cette question de l'accès à la formation à l'IA, elle va être très importante, mais on parlait tout à l'heure des garde-fous. Je pense qu'il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on veut redistribuer l'impact positif de l'IA et comment est-ce qu'on garde en tête le fait que ça va impacter des gens et qu'on a envie qu'ils soient eux aussi augmentés par l'IA, que tout le monde en bénéficie et pas qu'il y ait des perdants et des gagnants. Elisa. Très bien, lourde tâche. Je suis complètement alignée avec tout ce qui a été dit. Effectivement, c'est pour moi complètement primordial que les formations d'IA soient données à tout le monde au niveau de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qui a été fait, de vraiment former l'intégralité des employés du Boncoin. Et je rejoins aussi également énormément ce que tu as dit, c'est-à-dire si on veut changer l'écosystème, il faut en tant qu'entreprise qu'on participe également à le modifier, à l'aider. Donc on a plusieurs initiatives, on participe à Apitech, qui est, alors pour le coup, j'avoue, dans les lycées pro techniques, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y a une autre forme d'inclusivité parce que c'est des jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes... qui ne sont pas autant aidés que, par exemple, ceux qui sont dans des lycées généraux. Pardon. Donc ça nous semble hyper important. On peut aussi agir à titre individuel. La modératrice, Juliette, je te vois, j'allais parler de toi. Moi, par exemple, à titre individuel, je participe à Elles Estiment. Et si vous voulez en parler, Juliette est là. Donc l'idée, c'est de parler aux collégiennes et aux collégiens pour leur parler de ce qu'on fait. Et moi, un truc qui m'avait énormément marqué, c'est que je l'avais fait et j'avais parlé de Ada Lovelace. Ada Lovelace, qui est à l'origine de l'algorithmie et donc de l'informatique. Et déjà, les lycéennes, le collégien ne le savait pas, mais elles étaient hyper fières de l'apprendre. Et je pense que, du coup, forcément, si on ne se représente pas les métiers techniques comme étant des métiers féminins, on n'a parfois pas envie d'y aller. Moi, on m'aurait dit que je faisais de l'informatique. J'aurais rigolé énormément parce que pour moi, l'informatique, c'était un geek. Je n'étais pas geek, donc ce n'était pas pour moi. Heureusement, j'ai dû faire de l'informatique et j'ai finalement trouvé que c'était plutôt sympa.
Donc je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer à être ambassadrice et à former. Et une autre chose qu'on a fait au sein du Bon Coin, c'est qu'on s'associe à Vox en faisant des conférences. On en a fait plusieurs sur la maternité, etc. Mais on en a fait une sur l'IA, d'ailleurs, qui est disponible en replay sur le LinkedIn. Et donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a plein de tables rondes aussi intéressantes que celles qui ont été faites. Et on avait aussi fait des petits exercices pour se mettre à l'IA pour celles qui ne l'utilisent pas encore. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie. Je remercie nos chères intervenantes. Merci pour votre temps. N'hésitez pas à les contacter sur LinkedIn, les ajouter. Et puis d'ailleurs, à continuer la conversation à l'extérieur. Merci beaucoup.